conférence, sans prétention aucune, qui vient terminer, enfin peut-être provisoirement, après tout, on verra bien l'année prochaine, un cycle de conférences que j'ai entamé en 2011 dans le cadre du Printemps de l'Industrie. La première conférence en 2011 portait sur la saga industrielle et familiale Saint-Frère. La seconde l'an dernier, je dirais parce que la première avait, ce qui est encore le cas aujourd'hui, entraîné une certaine frustration dans la mesure où, je l'ai indiqué, et je vais encore le dire aujourd'hui, à chaque fois que je peux accueillir des visiteurs dans la vallée de la Nièvre, qui viennent découvrir ce patrimoine industriel si conséquent, la tentation est forte parmi les visiteurs d'évoquer assez rapidement le familistère Gaudin de Guise et de faire le parallèle entre ce qu'ils peuvent découvrir à Flixecourt et les environs et ce qu'ils ont pu découvrir ou entendu parler à Guise. Donc j'avais un peu relevé le défi et je m'étais proposé donc en 2011 de poursuivre ce qui s'est fait l'an dernier à la même époque, par un travail portant beaucoup plus, cette fois-ci, sur ces philosophies sociales, ces systèmes de gouvernance sociale qui ont caractérisé l'époque toute particulière du XIXe siècle, à savoir donc le paternalisme chrétien qui a été mis en œuvre dans la vallée de la Nièvre et l'utopie sociale mise en place chez Gaudin à Guise. Et puis, une nouvelle fois, j'évoquais tout à l'heure une petite frustration dans la mesure où la première année, il y a tellement à dire sur cette saga industrielle et familiale que la partie consacrée à cette philosophie sociale avait été quand même assez réduite. Donc l'an dernier, on a un peu plus développé, mais pas encore assez. Et comme j'ai eu l'imprudence d'évoquer un roman dont je venais de faire la lecture et qui m'avait extrêmement passionné, parce qu'on y voyait une relation très évidente, et là vous allez tout à fait le comprendre, avec Gaudin, que une nouvelle fois, le temps aidant, parce que c'est quand même limité dans le temps, ces conférences, j'ai fait la promesse de revenir une troisième fois pour peut-être évoquer cette fois-ci un peu plus l'utopie sociale et ce fameux roman Travail d'Émile Zola, dont j'ai dû refaire la lecture. Alors, quand même, je vais reprendre une expression qui a été utilisée par un élu de la région qui m'accueillait dans son village pour une conférence sur Saint-Frère, et ne sachant pas trop comment il devait me présenter, il l'a fait en disant que j'étais un passeur de mémoire. J'ai trouvé l'expression bon, pas mal finalement, et ce que je vous propose ce soir, c'est d'être un passeur de littérature, mais là je vais le faire de façon beaucoup plus, comment dire, modeste, je le suis toujours, mais là, je ne suis pas vraiment sur mon terrain, aux deux sens du terme. J'ai consacré plusieurs années de recherche universitaire à Saint-Frère, donc je connais... là, sans prétention aucune, aussi un peu plus le sujet. J'y ai quand même suffisamment réfléchi. J'accueille, je sais qu'il y en a certains et certaines qui sont dans la salle aujourd'hui, ça me fait plaisir de les revoir. Et même pour certaines personnes qui me suivent depuis quelques années. Donc j'ai eu l'occasion, et j'en accueille encore beaucoup en ce moment pendant ce printemps de l'industrie, de faire ces visites. Là, c'est à la fois aussi une découverte pour moi. J'ai un peu relevé le défi, et c'est pour ça que j'ose parler de passeur de littérature, parce que ce que je vous propose, c'est de découvrir ce roman et tous les idées sociales qui convergent autour, comme j'ai pu le découvrir avec énormément d'intérêt. Alors, un petit point aussi en préambule. Contrairement aux 2 dernières années, vous me pardonnerez de prendre des documents. J'ai quand même dû me faire un plan et voilà, et quelques notes. Le roman, c'est quand même un pavé de près de 650 pages. Toutes les idées qui tournent autour de ce roman et dont Zola s'est inspiré
Elles sont nombreuses, même si elles sont dans un même corpus, j'allais dire, de philosophie sociale, c'est quand même assez ardu. Et comme c'est pas le terrain que j'ai privilégié jusqu'à présent, je me suis beaucoup plus intéressé, et pour cause, autour du Cassin frère, à ce qui était le paternalisme chrétien au XIXe siècle, que là, évidemment, il me fallait quelques repères. Donc vous me pardonnerez d'avoir quelques feuilles pour m'aider à travers ce plan à vous communiquer ce que je dis à l'instant, j'ai eu vraiment plaisir à lire et à retrouver au niveau des philosophies sociales. Donc en fait, le roman de Zola, qui s'appelle Travail, fait partie de quelque chose de plus large. Hein. Il y en a ici un exemplaire qu'on a bien voulu me prêter, qui s'appelle Les 4 évangiles. En fait, seulement 3 romans ont été publiés, dont un, je dirais, post-mortem, c'est-à-dire qu'à la fin de sa carrière littéraire et de sa vie, de sa vie, il s'avère que, vous savez les conditions dans lesquelles il est décédé, hein, intoxiqué par de l'oxyde de carbone, il aurait pu peut-être vivre encore un peu plus. Il s'avère que là, les événements ont voulu que ça coïncide avec la fin de sa carrière et la fin de son existence. Et c'est tellement vrai que le roman dont je vais vous parler a été publié en 1901, il est mort en 1902. Mais de toute façon, il voulait en faire un peu l'apothéose de son travail, il l'avait décidé ainsi, et ça devait se décomposer en 4 parties, donc fécondité, travail, vérité et justice. En sachant que Vérité, je vous disais à l'instant, a été publié post-mortem et Justice n'a jamais pu être publié, et pour cause, puisque là, il était malheureusement décédé avant de pouvoir l'écrire. Donc il avait fait un plan, d'où le titre générique Les 4 évangiles. Donc fécondité, pour lui, c'est ce qui fondait la famille. Travail, c'est ce qui fondait la cité future. Et c'est ce roman-là que nous allons voir ensemble plus précisément ce soir. Vérité, c'était ce qui devait fonder la patrie. Et d'une certaine manière, la science qui devait être de plus en plus triomphante. Et justice, c'est ce qui devait fonder l'humanité, la fédération des peuples. On verra d'ailleurs tout à l'heure qu'il avait des idées assez visionnaires sur ce qui pouvait se passer par la suite. Alors, il avait commencé à préparer ce roman, je parle du roman Travail plus précisément, dès 1889, mais il s'y est vraiment attelé autour des années 1900. Et il s'avère qu'à cette époque-là, il s'était passé aussi un événement important qui lui avait apporté également des éléments de réflexion. C'était l'exposition universelle de 1900, avec tout particulièrement un palais consacré à la fée électricité. J'ai eu l'occasion de le dire l'an dernier, ça a été souvent déterminant dans le développement d'un certain nombre d'idées, dans les échanges, et les écrivains ont pu également s'en inspirer. Il s'est tenu au XIXe siècle plusieurs expositions universelles à Paris, 1855, 1867, 1878, 1889, 1900. Et là, il s'avère que Zola, ayant eu l'occasion de fréquenter celle de 1900, a retenu dans l'ébauche de son roman le fait que l'électricité allait jouer un rôle assez déterminant dans l'économie, dans l'industrie tout particulièrement. Alors, comme vous le savez sans doute aussi, Zola a été à un moment donné exilé en Angleterre et il avait eu l'occasion d'échanger un certain nombre d'idées pendant son exil à Londres avec Jaurès. Il avait évoqué déjà un peu la trame de ce roman auquel il s'attelait. Et il l'a conçu à la fois, c'est pour ça je disais c'est un gros pavé, hein, il a fallu qu'il le digère 2 fois là, mais vraiment c'est fort intéressant et si vous avez l'occasion, je vous encourage à le lire, c'est passionnant et quelquefois même, et pas que quelquefois d'ailleurs, je trouve que ce roman renvoie à des interrogations que nous avons toujours sur la société, sur le travail, sur l'industrie et sur bien d'autres domaines, et dans bien d'autres domaines. Alors,
c'est à la fois une intrigue passionnelle et en même temps un mythe social qui vont s'interpénétrer. Donc il y a les deux. Et d'une certaine manière, je dirais que quand je parle d'intrigue passionnelle, il y a plusieurs personnages dans ce roman. J'en évoquerai certains, mais pas tous. Hein. Là, il y en a une pléthore. Hein. Mais certains personnages sont plus importants que d'autres, dans la mesure où, je dirais, moi, que ce sont presque à chaque fois les situations comme les personnages, autant de paraboles que Zola utilise. Je dirais presque aussi dans le choix des prénoms ou des noms. Par exemple, dans Travail, on va dire le héros principal, si j'ose dire, s'appelle Luc Froment. Bon, Froment, je trouve que c'est peut-être pas par hasard qu'il a choisi ce nom, voilà, hein, je ne vais pas développer, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je dis certaines situations, certains personnages sont vraiment comme autant de symboles, autant de paraboles. Alors, il a aussi décomposé le roman en 3 parties. Alors, dans le livre premier, c'est comme ça qu'il l'a conçu, hein, et comme ça qu'il a dénommé ses chapitres. C'est plutôt un constat, c'est-à-dire qu'il fait une peinture très noire de ce qui est à cette époque. On va y revenir hein, un peu plus précisément, une grande misère, etc., etc. Dans le second, là, c'est à la fois la lutte entre les classes sociales, mais aussi dans les familles. C'est pour ça que je parlais de paraboles, y compris les problèmes qui se passent dans les familles, hein, à travers les personnages, sont autant de symboles par rapport à une société qui s'effondre. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que tout s'interpénètre à la fois dans les intrigues passionnelles et le mythe social qu'il veut évoquer. Le 3e livre, c'est la contrepartie du premier. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'utopie à travers une nouvelle organisation du travail et un nouveau système d'éducation. Alors, il avait d'abord songé à la verrerie d'Albi. Il en avait même touché aussi 2 mots à cette époque-là à Jaurès. Mais finalement, réflexion faite, il a préféré plutôt une grande usine, et en l'occurrence des hauts fourneaux. Il trouvait que c'était plus intéressant et important pour ce qu'il voulait démontrer. Donc il va s'inspirer en particulier des aciéries d'Unieux qui se trouvent dans la Loire. Je pense dans la région de Saint-Étienne, et qui appartenait à la famille Ménard d'Orient et dont le fondateur avait été Jacob Holzer. Alors là déjà d'emblée, en lisant les notes qui avaient contribué à l'élaboration du roman, je trouvais intéressant parce que c'est une caractéristique que j'ai pu remarquer à plusieurs reprises, me penchant sur d'autres cas que celui des frères Saints. C'est qu'en général, au départ, les fondateurs ont des origines modestes. Là, en l'occurrence, c'était le cas dans cette famille et c'est traduit également dans le roman, on le verra après. Et puis, petit à petit, ils vont faire fortune très rapidement. Et c'est assez drôle parce que ça correspondait un peu à la situation que je connais là où j'habite et qui m'a toujours intéressé, voire passionné, c'est que la fortune se fait tellement rapidement dans cette famille d'Unieux, alors là qui a véritablement existé, hein, ces aciéries, c'est qu'ils vont se construire 2 châteaux qui dominent la vallée. Alors, la tentation était trop forte pour moi d'y trouver une ressemblance avec les châteaux, surtout le grand château de la famille Saint qui domine la vallée de la Nièvre. Bon, c'était forcément là, je vous dis, une tentation trop forte. Alors, il va également s'inspirer, c'est là où c'était un petit peu plus ardu parce que, en même temps qu'il fallait ou qu'il vous faudra, je l'espère, lire le livre, il fait un certain nombre de références à des pensées sociales
Alors c'est vrai que j'ai toujours été un peu sensibilisé à cela pour m'être, je le disais tout à l'heure, particulièrement intéressé au partenarialisme chrétien, au catholicisme social et autres. Mais là, il fait référence à tout un corpus de pensée sociale qui se situe plus dans le cadre de l'utopie sociale. Donc ça renvoie à beaucoup de personnalités qu'il fallait découvrir. Alors je me garderai bien de faire la biographie de chacun, mais j'ai plutôt essayé de retenir l'essence de leur pensée, ce qui avait pu contribuer à l'inspiration de Zola et qu'on retrouve dans ce fameux roman Travail. Alors il y a naturellement la personnalité la plus importante, celle qui va naturellement être celle dont on trouve la traduction le plus dans ce qui est mis en œuvre par Luc Froment, ce héros dont je parlais tout à l'heure, que l'on suit au long de la lecture de Travail, c'est Fourier. C'est évident que ça a dû avoir une influence sur Zola. Il ne s'est pas inspiré que de Fourier, Proudhon aussi, mais beaucoup Fourier. Et puis alors d'autres, des noms qui vous sont peut-être familiers. Moi personnellement, certains noms qui me l'étaient moins, mais que j'ai eu plaisir à découvrir. Alors par exemple Pierre Kropotkin. Là, personnellement, je ne connaissais pas, je le dis avec la plus grande humilité. Ce Pierre Kropotkin, qui vraisemblablement l'a influencé, je parle de Zola, quelqu'un issu de la haute noblesse moscovite, donc un Russe, dont les travaux vont surtout concerner l'abolition de toute forme de gouvernement en faveur d'une société régie par les principes d'entraide et de coopération. Donc il va s'inscrire, ce Pierre Kropotkin, plus dans un courant de pensée qu'on va définir ou assimiler au communisme libertaire ou anarchique. Ce Pierre Kropotkin est également très sensible au progrès technique, à l'électricité en particulier. Donc c'est peut-être aussi un des choix, on verra par la suite, de Zola pour le roman en question. Alors, ce Pierre Kropotkin, lui, défend le principe de petites communes autosuffisantes où il n'y aurait plus de différence entre ville et campagne. Dans le même ordre de pensée, on a un Français que je ne connaissais pas non plus, qui s'appelait Jean Grave et qui sera défini comme un activiste important du mouvement anarchiste français. Donc on a déjà au niveau de ces deux personnalités un courant de pensée qui correspond beaucoup plus à l'anarchie ou au communisme libertaire. Alors, je disais à l'instant que Zola s'est naturellement beaucoup inspiré de Fourier, et les idées de Fourier vont tempérer justement ce qu'il a pu lire ou retenir des deux personnalités que j'ai citées auparavant, Kropotkin et Jean Grave. C'est ça qui m'a particulièrement intéressé, c'est que il a fait un mélange de tout ce qui pouvait faire l'objet de réflexions à l'époque, toute cette pensée sociale extrêmement effervescente. J'ai peut-être eu l'occasion de le dire l'an dernier, quand j'évoquais à la fois tous ceux qui avaient gravité autour des idées dites du patronage industriel, du catholicisme social. S'il fallait reprendre un peu rapidement, quand la révolution industrielle va intervenir en France, après les Anglais, on va se rendre compte de la condition difficile, voire misérable des ouvriers dans un premier temps, de leur situation précaire. Et tous les milieux philosophiques, économiques, politiques, religieux, littéraires, d'où l'émergence de certains écrivains dans ce problème, pour essayer de régler ce qu'ils appelaient la question sociale. On pourrait dire que, c'est peut-être une question qui n'est toujours pas réglée à notre époque, mais en tout cas, la question sociale, le règlement de la question sociale sera un phénomène récurrent au XIXe siècle. Les théories économiques, au moment où va avoir lieu ce qu'on a appelé la révolution industrielle,
j'ai déjà eu l'occasion, mais je fais un petit rappel, et après tout le monde n'était pas forcément là l'an dernier, de dire qu'elle se situait de cette manière. On avait les idées libérales. C'était un Écossais, Adam Smith, qui était à l'origine de ces idées libérales. On avait à l'opposé déjà l'émergence d'idées révolutionnaires, les marxistes, les guédistes, et entre les deux, on aura tout un nombre de pensées qui vont se situer à mi-chemin ou qui vont tenter une troisième voie entre les idées libérales et les idées révolutionnaires, et qui généralement voudront associer le capital et le travail. On aura, et là on va évoquer tout à l'heure justement les personnalités dont Zola s'est également inspiré, les saint-simoniens, les positivistes, on aura les catholiques sociaux, les utopistes. Donc on voit que ça sera vraiment, je dirais pas un siècle, on va dire un demi-siècle, puisque ça va surtout se cristalliser dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais on aura vraiment là plusieurs décennies d'effervescence où on tentera justement de vouloir régler cette question sociale par des interventions dans le champ social. Peut-être que tout à l'heure, on aura le temps de revenir sur ce qui a beaucoup plus tourné autour du catholicisme social et qui, d'une certaine manière, entretenait une relation forte avec l'utopie. Ils se situaient tous les deux, on vient de le dire à l'instant, dans un même courant d'intervention qui refusait les idées libérales et les idées révolutionnaires. Mais pour ce qui concerne plus précisément l'intervention de ce soir et l'utopie sociale, on voit que Zola fait référence à des idées qui, d'ailleurs pour quelques-unes, sont déjà dépassées, sont vieillissantes. Il écrit son roman à la fin du XIXe siècle, et même au tout début du XXe siècle, alors que la plupart des courants de pensée ou des personnalités comme Kropotkin, comme Fourier, comme Cabet ou Saint-Simon qu'on va voir par la suite, étaient déjà, pour certains, décédés depuis plus d'un demi-siècle, voire plus. Donc, il a voulu s'intéresser et développer ces différentes pensées sociales, mais c'est vrai que pour l'époque, elles étaient déjà énormément vieillissantes, mais néanmoins, pour lui, intéressantes sur le plan de la construction de son roman. Certaines sont même contradictoires, et c'est pour ça que on retrouve ça dans le roman, c'est-à-dire que, pareil, il y a Luc Froment qui va être l'ingénieur qui va tenter de bâtir, qui va le faire d'ailleurs, une cité nouvelle, une espèce de ville idéale, va s'appuyer sur des idées qu'il puise, tel Zola, dans différents courants de pensée, même quand elles peuvent être totalement contradictoires, voire opposées. Il tire le bon grain de chacune des pensées. Donc c'est pour ça que je disais à l'instant, à travers Fourier, Zola va tempérer les idées anarchiques ou de communisme libertaire de Kropotkin et de Jean Grave. Quitte à tempérer aussi par la suite les idées de Fourier, puisqu'il ne retiendra pas le système dit des passions. Fourier avait développé toute une théorie autour des passions. Il avait défini 850 caractères, un éventail d'hommes et de femmes, et il en avait tiré 850 caractères. Bon, ça, Zola, à l'instar, plus ou moins, en tout cas, puisqu'on fait le lien entre ce roman et Gaudin à Guise, il est certain, par exemple, que Gaudin, lui, va totalement refuser cette théorie des passions. Alors, quand le roman est publié, c'est vrai que les sociétés populaires de coopération sont totalement à leur apogée.
Fourier a fondé l'école sociétaire, à laquelle d'ailleurs Gaudin a adhéré. C'est une figure, vous le savez certainement, du socialisme utopique, par opposition au socialisme scientifique. Ce sont d'ailleurs Marx et Engels qui eux-mêmes ont donné cette définition par opposition à ce qu'ils voulaient développer. C'est-à-dire que le terme de socialisme utopique venait d'eux, qui le situaient en opposition à ce qu'ils considéraient être le socialisme scientifique. Jaurès, j'évoquais tout à l'heure la rencontre sur Londres entre Jaurès et Zola. Quand il aura l'occasion de prendre connaissance du roman, bon, il sera beaucoup plus indulgent que Marx et Engels en considérant finalement que Zola a isolé cette coopération du mouvement politique, certes et révolutionnaire, mais que c'était une façon de tenter de résoudre la question sociale. Il va même jusqu'à comparer le roman à la Légende des siècles de Victor Hugo. C'est pour vous dire à quel point il a été sensibilisé à la lecture de ce dernier. Donc je dis bien, il trouvait que quand même là, c'était une expérience qui n'allait pas d'une certaine manière jusqu'au bout, mais qui était néanmoins quand même intéressante. Alors, je disais à l'instant que pour écrire le roman, Zola a brassé, quitte à ce que ce soit quelquefois des pensées presque opposées, néanmoins il les a brassées, il a tenté de les réconcilier parce que pour lui c'était les rassembler dans ce qu'il appelait la commune évangile. Donc peut-être aussi le titre générique de l'ensemble de ce qu'il s'était proposé d'écrire, les 4 évangiles. Alors, une autre personnalité qui a été déterminante dans le choix du développement du roman, qui l'a inspiré, c'est Saint-Simon. Alors Saint-Simon, on peut dire, il est encore plus vieux que Fourier et les autres, hein. Mais c'est celui qui a influencé le plus le socialisme réformiste, mais aussi le capitalisme positiviste, puisque un de ses disciples, qui a été son secrétaire, Auguste Comte, sera celui qu'on va définir comme l'animateur du courant positiviste. Alors, Saint-Simon préconise une société fraternelle dans laquelle les industriels, les scientifiques, les artistes, les intellectuels, les ingénieurs seraient rassemblés. En fait, il leur confère la tâche d'administrer la France. Pour lui, l'industrie doit prendre le pas dans la société et les industriels doivent prendre le pouvoir. Il va jusqu'à indiquer que le pouvoir spirituel doit appartenir aux scientifiques. Voilà la pensée de Saint-Simon. C'est intéressant d'ailleurs qu'on ait situé cette conférence dans le cadre du patron de l'industrie, parce que là, vraiment, cette année, on est en plein dans le sujet, puisque le terme abordé, c'est bien le travail, et précisément le travail dans l'industrie. Donc on voit le parti pris de Saint-Simon, qui est de considérer qu'une certaine élite, d'une certaine manière, industriels, scientifiques, intellectuels, doivent prendre le pouvoir et administrer la France. Ils considèrent que ce sont les mieux armés. Mais si je le disais tout à l'heure, si on a le temps, on pourra revenir aussi sur tous ceux qui ont inspiré le paternalisme chrétien. Et on a la même approche chez le grand théoricien du patronage industriel qui était Frédéric Leplay. Frédéric Leplay qui considérait aussi que c'était un certain nombre d'élites, d'autorité sociale, comme il le disait, que devait revenir le pouvoir d'administrer le pays. Alors, une autre personnalité, Étienne Cabet. Alors, Étienne Cabet, c'est quelqu'un qui a fondé une communauté utopique au Texas en 1848 qui s'appelait Ikari. Là aussi, pour faire le lien avec Gaudin à Guise, donc on voit que Gaudin n'était pas non plus, mais ça vous le saviez, étranger à toute cette effervescence qui pouvait se faire autour de la pensée sociale. Gaudin s'est présenté à la députation avec Cabet à cette époque.
Alors pour Étienne Cabet, il faut revenir au communisme primitif, c'est-à-dire être le continuateur de Jésus-Christ et des premiers chrétiens. C'est pour ça qu'il n'est peut-être pas du tout innocent qu'on ait choisi comme titre générique les 4 évangiles, parce qu'on verra qu'il y a toujours cette idée, et d'ailleurs, je le redirai tout à l'heure, chez Gaudin, qu'on présente quelquefois comme un anticlérical. Virulent, le mot serait trop fort, mais il y a quand même un certain déisme, il y a quand même l'idée de la religion, presque de l'être suprême, et ses disciples, ou ses continuateurs, si j'ose dire, de Gaudin, vont considérer que, d'une certaine manière, à Guise, c'est une nouvelle Jérusalem. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de religieux, peut-être dans un sens plus global, qui s'opère autour de cette pensée. Alors, Cabet, il m'a intéressé dans la mesure où il a fait une partie de sa formation, je dirais presque politique, auprès des réformistes anglais, dont un que nous connaissons bien, André, qui nous a passionnés, qui lui est vraiment à la source de tout, qui s'appelle Robert Owen. Robert Owen, encore un Écossais, le premier filateur anglais finalement, celui dont on dit qu'il a été le pionnier du mouvement syndical et coopératif en Grande-Bretagne, qui a été le premier à créer une communauté de travail, et on le considère non seulement comme le premier filateur d'Angleterre, mais le père fondateur du mouvement coopératif. Alors, on a déjà eu l'occasion, je parle en présence et avec la complicité de mon ami André qui est présent dans la salle, c'est que nous avons déjà eu l'occasion d'aller au New Lanark en Écosse, qui est fort intéressant. Je l'ai peut-être dit l'an dernier, ça fait depuis l'an dernier, on a fait 2 tentatives pour essayer d'organiser un voyage pour se rendre à la fois au musée du Jute à Dundee, parce que là, il y a un lien très fort avec l'histoire jutière dans notre département, puisque c'est l'Écossais Carmichael qui venait de Dundee qui a introduit le premier le jute en France et singulièrement dans notre département, à Ily-sur-Somme, et dont les frères Saints ont voulu après, enfin en ont compris l'intérêt. Mais il y a un endroit où nous aimerions emmener un jour un groupe, mais ça fait 2 fois qu'on essaie de le faire et on n'arrive jamais à dépasser une quinzaine de personnes. C'est à proximité de Glasgow, le New Lanark. Et là, c'est fabuleux à voir. Faut savoir que Robert Owen, c'est celui qui a créé la première école primaire en Angleterre. C'est vraiment le premier philanthrope, dont on dira qu'il était plutôt paternaliste, mais néanmoins, et est-ce qu'il faut toujours chercher des oppositions aussi forte, mais néanmoins, c'est celui qui a développé le premier, au tout début du XIXe siècle, une pensée sociale en avance sur son temps. Il faut savoir, par exemple, que Robert Owen, dès 1817, avait pour slogan 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Alors c'est pour vous dire qu'il était très très en avance. Mais on peut toujours aller sur les traces, je disais, près de Glasgow, dans cette filature de Lunalac, qui employait 2000 personnes, dont 500 enfants, des enfants très bas âge, qu'on allait trouver dans les orphelinats d'Édimbourg ou de Glasgow. Et il a mis en place tout un système d'éducation. Et Gaudin va s'en inspirer. Là aussi, un bâtiment où les ouvriers étaient logés, chacun dans leur appartement privé, mais avec des espaces communs. On va y venir quand on parlera plus précisément du familistère. Donc voilà, en ce qui concerne les personnalités qui ont contribué à l'élaboration du roman, si j'ose dire, pour la pensée de Zola. Donc c'est plus précisément Fourier, Saint-Simon, Cabet, Kropotkin et dans une moindre mesure Jean Grave. Même si je vous ai dit, et si je redis, qu'à certains moments, leurs pensées sont différentes, voire opposées, mais Zola fait un brassage et retient pour lui ce qui lui semble être le meilleur.
Alors, le roman proprement dit, au départ, on a donc, dès le départ, Luc Froment, qui est un jeune ingénieur qui a reçu un appel d'un ami qui s'appelle Martial Jordan, qui possède une ancienne aciérie, on peut presque dire ancienne aciérie parce qu'elle est plus tellement en état de fonctionnement à l'époque, sur un lieu qui s'appelle la Crécherie. En arrivant sur Beauclerc, qui est le nom du bourg, pour rencontrer son ami Martial Jordan qui souhaitait le rencontrer, en fait c'est parce que ce Martial Jordan veut lui faire découvrir les essais qu'il est en train de réaliser sur un four électrique. Il est amené à voir d'autres aciéries qui se trouvent sur le même bourg, qui appartiennent à la famille Curignon et qui, là, portent le nom de l'Abîme. C'est très intéressant parce que là aussi, quand je parlais tout à l'heure de paraboles, de symboles, on voit que sur un même territoire cohabitent à la fois la Crécherie et l'autre, c'est l'Abîme. Rien que le mot, à mon avis, veut tout dire. Et d'une certaine manière, alors je ne sais pas, il doit y avoir des Verniens peut-être dans la salle, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce que d'emblée cette opposition entre les deux lieux, ça me rappelait un peu l'opposition qu'on retrouve dans le roman de Jules Verne, Les 500 millions de la Bégomme. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, a été écrit une vingtaine d'années avant le roman Travail. Et déjà dans le roman de Jules Verne, que vous connaissez peut-être, dans les 500 millions de la Bégomme, on a un Français, le docteur Sarrazin. Sarrazin, vous voyez encore là, c'est intéressant au niveau du nom, et un Allemand, le professeur Schulz, là c'est un peu facile, qui sont tous les deux héritiers d'une richissime Bégomme. 500 millions, puisque c'est le titre du roman, qu'ils se partagent. Et Sarrazin, lui, va construire en Amérique une ville idéale, une ville utopique, qui va s'appeler Franceville. Tandis que l'autre, le professeur Schulz, construit une ville qui s'appelle Sastat, qui est la cité de l'acier, et présentée comme une usine à canon. Donc, je trouvais intéressant parce qu'il y a des correspondances comme ça entre les écrivains. On a dit quelquefois que Zola avait pu plagier Hector Malot. On a trouvé que dans Germinal, il y avait des passages du roman qui évoquaient des situations quand même assez semblables avec le roman Sans famille, quand le petit Rémi travaille dans la mine. Dans un autre roman de Zola, La débâcle, on trouvait que ça ressemblait un peu trop à un autre roman de Malot. Là, en l'occurrence, ce serait peut-être hasardeux de dire qu'il a pu prendre connaissance de l'ouvrage de Verne, mais on retrouve une situation similaire, l'opposition entre deux villes, une qui est une ville utopique, une ville idéale, et une autre qui est plutôt, comme il le dit, une cité de l'acier, une usine à canon. Alors, l'Abîme, c'est la propriété de la famille Curignon. Je l'ai plus ou moins évoqué tout à l'heure. Là aussi, au départ, le fondateur est lui-même un ouvrier tireur, donc très modeste, mais la fortune va se faire très rapidement. Et son fils Jérôme, peut-être à l'instar de la deuxième génération des saints, sans faire de parallèle audacieux, va devenir, comme le présente Zola dans le roman, un roi de l'industrie. Le fils de Jérôme, alors ce Jérôme, dans le roman, on découvre qu'il est devenu paralytique, qu'il a perdu l'usage de la parole. Ça, c'est pour revenir un petit peu au roman, au sens premier du terme, aux intrigues passionnelles, à la peinture des personnages. Et son fils Michel, lui, a créé une caisse de retraite, une infirmerie, une école, une bibliothèque. Mais d'emblée, il y a un ouvrier du nom de Ragu, qui est un ouvrier
assez brutal, présenté comme quelqu'un, comme un ivrogne, etc. Bon, très contestataire, qui dit, c'est l'expression que j'ai trouvée assez drôle quand on évoquait ce que Michel Curignon avait pu créer. Ragu dit, c'est un cautère sur une jambe de bois, c'est la charité, mais pas la justice. Et par rapport à ce qui pourra se faire par la suite, il y a la même critique. Donc c'est une critique voilée de ces intentions paternalistes qui sont de bonne foi, mais qui, pour eux, ne vont pas venir résoudre totalement la question sociale. Alors, il y a là comme ça plusieurs personnages qui rentrent en ligne. On a donc Luc Froment qui vient d'arriver. On évoque son ami Martial Jordan. On évoque la famille Curignon. Assez rapidement, Luc Froment fait la connaissance d'une jeune femme, Josine, qui est la compagne de ce fameux Ragu, qui en deviendra d'ailleurs l'épouse par la suite. On a un maître pudeleur qui s'appelle Bonner, qui est le beau-frère du fameux Ragu, qui lui est partisan du collectivisme. Alors si je vous cite les personnages, c'est pas du tout pour vous encombrer avec tout cela, c'est parce que chacun des personnages peut renvoyer finalement à une problématique autour de ce que Zola tente de démontrer. Donc le fameux maître pudeleur, celui qui est au four, lui est partisan du collectivisme. On a l'usinier de Lavaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la famille Curignon s'est trouvée en difficulté. Alors je vous passe sur tout ce qui a pu contribuer à ce que la famille se trouve en mauvaise situation, parce qu'il y a eu, comme toujours peut-être au fil des générations, il y a eu plusieurs situations critiques. Bon, je pense que je n'ai pas trop le temps de les développer, on verra tout à l'heure. Et finalement, ils ont confié la direction des aciéries à un de leurs cousins qui s'appelle Delaveau. Delaveau qui va verser une rente à l'époux de la dernière héritière de la famille Curignon, qui lui est vraiment, qui s'appelle Boisjolin, et qui est vraiment l'archétype de celui qui vide ses rentes, quoi, et qui habite une propriété appartenant à la famille, qui s'appelle Lagardage, dont on sait qu'elle a coûté 800 000 francs. Là aussi, pour moi, la tentation était trop forte. Quand j'ai lu que Lagardage avait coûté 800 000 francs, je me suis dit, tiens, c'est exactement la somme qu'a coûté le château de Flixecourt, le grand château de la famille Saint. Bon, il y a des moments, sans vouloir être irrévérencieux ou caricatural, bon, les tentations sont fortes parce qu'on trouve des similitudes de situations qui sont troublantes. Alors on a l'épouse de ce fameux Delaveau qui est cupide, ambitieuse, qui est la maîtresse de Boisjolin. Boisjolin, c'est, je vous dis, le propriétaire, c'est le capitaliste rentier. Donc on voit, c'est pour ça que je parlais d'intrigue passionnelle, on a un certain nombre de situations intéressantes. On a aussi, on apprend qu'il y a plusieurs fabriques sur le lieu, qu'il y a bien sûr des commerçants, ces fabriques qui s'approvisionnent à l'abîme d'ailleurs. Et puis, par exemple, dès le début, il y a un repas auquel est convié, alors un repas à Lagardage auquel est convié auxquels sont conviés un peu toutes les autorités du bourg et de la région, le maire, le sous-préfet, le président du tribunal, le prêtre, l'instituteur, des rentiers. Et ce qui est intéressant dans les pages qui relatent ce repas, c'est que là, on sent une certaine inquiétude, on sent vraiment la volonté d'en découdre avec les ouvriers qui viennent de se mettre en grève. Donc, il y a là tout un paragraphe consacré à la crainte de voir leur situation compromise. On passe assez rapidement chez Martial Jordan, qui est vraiment
totalement un personnage, je dirais, d'antithèse avec les Curignons, qui lui est plutôt le génie scientifique, enfermé dans son laboratoire, et qui veut absolument arriver à trouver une nouvelle façon de travailler le fer, et qui est persuadé d'avoir trouvé à cette époque la façon d'utiliser un four électrique. Mais c'est vraiment le personnage, toujours dans son laboratoire, confiné, qui ne vit que pour ça. Il a une sœur, et les deux sont, c'est aussi intéressant, c'est peut-être pour ça que Zola l'a indiqué dans le roman. Et il voulait faire probablement un rappel par rapport aux idées qu'il avait inspirées. Martial Jordan et sa sœur sont les enfants d'une fille de médecin, fourriériste et saint-simonien. Donc, c'est parce que leur mère était fille d'un médecin fourriériste et saint-simonien que, hébergé chez eux, Luc Froment, à un moment donné, dans la bibliothèque de la maison, va trouver beaucoup d'ouvrages qui vont avoir une action déterminante dans la façon dont il va vouloir après changer le cours des choses. On a aussi, alors pour en finir rapidement avec les différents personnages, on a un potier qui s'appelle Lange, qui est plutôt anarchiste. Alors lui, il veut faire sauter Beauclerc. La seule façon de résoudre la situation, c'est de tout faire sauter. On a le beau-père de Bonner, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'était le maître Pudler, plutôt séduit par les idées collectivistes, qui lui est dans la tradition toujours de révérence vis-à-vis de la famille Curignon. Il y a une phrase intéressante à un moment donné, il dit où c'est que, je ne sais plus exactement la phrase, mais où en serait Dieu s'il fallait qu'on tape sur les gens qui sont riches? C'est une phrase à peu près de ce type-là. Bon, il a une dévotion, si j'ose dire, pour reprendre un même genre de langage vis-à-vis de la famille Curignon. Donc ça, bon, ça nous rappelle aussi des situations toujours un peu ambivalentes, où à la fois on sent bien qu'on est dans une situation précaire, mais il y a un certain fatalisme à considérer que, bon, finalement, ceux qui possèdent l'argent, c'est comme ça, c'est dans le cours des choses, et que rien ne changera jamais. Donc Luc va proposer à Martial Jordan de relancer le Haut-Fourneau et de bâtir une usine fraternelle. Alors, il considère il propose que Martial Jordan amène l'argent, Bonner, ce maître Pudler qui travaille chez la famille Curignon, lui apporterait les bras, et lui, il apporterait la tête. D'autant qu'il met en garde Martial Jordan sur le fait que l'usinier de Lavaux, celui qui dirige les aciéries de l'Abîme, veut racheter la crècherie. Donc, plutôt que la crècherie tombe dans l'escarcelle de l'Abîme, Luc, qui vient d'arriver sur Beauclerc, propose à son ami finalement d'amener l'argent pour tenter de relancer le Haut-Fourneau et de construire une cité nouvelle. Alors, dans le livre second, Luc a créé cette usine nouvelle et une cité ouvrière. Alors, on verra aussi que le parti pris, c'est plutôt les maisons individuelles avec le petit jardin. On aura peut-être le temps d'évoquer les différences d'appréciation qu'il y avait sur l'habitat ouvrier ou social au XIXe siècle. Une maison commune, des magasins généraux. Il propose, à un moment donné, il arrive à réaliser le captage des sources pour que l'eau fraîche puisse être abondante dans la ville. Moi, ça m'a fait forcément penser à Gaudin au Familistère. Et l'eau, utiliser l'eau des usines, l'eau chaude qui pouvait servir pour la piscine, les douches, la buanderie, etc. Luc va créer une coopérative de production pour régir l'usine. Il va proposer une mise en commun de la terre par l'association. Alors, l'association avec un grand A va aussi gagner toutes les petites usines du voisinage.
Donc ce sera forcément un total déchaînement contre la crècherie. Hein. C'est-à-dire que quand on va se rendre compte que Luc Froment est en train de bâtir une société nouvelle, une espèce de ville idéale, forcément, c'est pour ça que le livre second, je disais tout à l'heure, c'est vraiment le livre où il y a non seulement la lutte dans les familles, mais aussi la lutte entre les classes sociales, parce que là, on sent qu'il se passe quelque chose et qu'il y a forcément confrontation. Alors, il y aura tellement un déchaînement contre la crècherie qu'à un moment donné, on va accuser Luc Froment d'être à l'origine justement d'une eau qui est souillée à cause du fait qu'il a voulu organiser le captage des sources dont je parlais juste à l'instant. Et là, il y aura un procès dont il va sortir d'ailleurs totalement innocent. Mais il y a tout un passage aussi intéressant là qui est aussi une espèce de parabole où à la sortie du tribunal, il est caillassé, il est injurié, etc. C'est presque la façon dont Zola en fait la description, c'est presque le Christ, quoi. Hein, vraiment, c'est ressenti comme une parabole. Alors, Josine est tombée, ils sont tombés d'ailleurs l'un et l'autre, Luc Froment et Josine, qui est l'épouse du fameux ouvrier Ragu, ils sont tombés rapidement amoureux l'un de l'autre. Et Josine va se retrouver enceinte de Luc Froment alors qu'elle est toujours mariée à Ragu. Ce qui fait que ce sera aussi une situation qui va entraîner la vengeance de la maîtresse de Boisgelin, donc l'épouse de Delaveau. Évidemment, vous qui n'avez pas lu le livre, là, ça fait tout ça un peu compliqué. C'est là où je parlais qu'il y a un mélange entre intrigue passionnelle et une pensée sociale que Zola s'est attaché à développer. Mais là aussi, si je vous parle de ces gens-là, c'est que ça fonctionne aussi en termes de symboles, c'est-à-dire que le meilleur moyen pour elle d'arrêter l'expérience qui prend trop corps à la crècherie, c'est d'essayer de provoquer une situation dramatique. Et donc, quand elle sait plus ou moins que Josine, qui est mariée, hein, est enceinte, c'est un adultère. Hein. Elle essaie, elle va arriver, elle va indiquer à Ragu qu'il a été trompé et que sa compagne est enceinte de l'ingénieur Luc Froment. Et donc là, bon, ça va être une situation, comme vous devinez, assez dramatique. Elle-même, elle est totalement dépitée parce qu'elle se dit que si jamais la crècherie prend trop d'importance pour les aciéries de l'abîme, ça va créer une situation extrêmement difficile. Et on verra par la suite que ça va vraiment être un drame. Alors, la crècherie, hein, pour faire vite, ce que va mettre en place Luc Froment dans cette ville, c'est les ouvriers vont gagner double par rapport aux ouvriers de l'abîme, ils vont gagner le double. Il y aura une diversité des tâches, chacun n'est jamais au même poste de travail. On va réduire les heures de travail. Il y aura une maison commune qui est destinée, tel que c'est écrit dans le roman, à devenir le Royal Palais du Peuple. Alors évidemment, on ne peut pas faire autrement que de penser au palais social de Godin à Guise. Il y a un partage des bénéfices qui est basé sur l'association Capital, Travail, Intelligence. Là aussi, un parallèle avec Godin, puisque dans son livre Solutions sociales, je parle du livre de Godin, ce que Godin proposait, c'était l'association Capital, Travail, Talent. Donc, bon, dans le roman, Zola parle Capital, Travail, Intelligence, Talent chez Godin. Bon, on n'est pas trop loin de la même idée. Et on arrive au troisième et dernier livre du roman, où là, on a des situations qui se décantent, quitte à ce qu'on tombe dans le drame, mais pour certaines qui sont assez spectaculaires. Le Jérôme Curignon, le propriétaire des aciéries, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était paralytique et qu'il avait perdu l'usage de la parole,
recouvre cette parole. Et au moment de son décès imminent, il demande à rencontrer Luc Froment et il lui dit, en présence de sa famille et de son gendre en particulier, il faut tout rendre, il faut tout rendre. C'est un passage vraiment là tout à fait édifiant aussi. Il est convaincu finalement que l'expérience qui est menée à la crècherie, c'est vraiment celle qui compte, quoi. C'est-à-dire que ont conscience d'avoir fait fortune un peu sur le dos de leurs ouvriers et qu'il est temps de tout rendre. Et là, on a un passage intéressant où la Guerdache, la fameuse propriété, va devenir une maison de convalescence. Voilà. Et puis, il y a toute une situation qui sont, je vous dis par la suite, tout autant de symboles et de paraboles, où on voit, par exemple, au sein de l'usine, de la crècherie, des noces symboliques entre le fils de Boisjolin, donc le rentier, et la fille de l'ouvrier Bonner, le maître pudeleur. Et par la suite, on verra plusieurs noces de ce type-là. C'est-à-dire que à travers ça, c'est une réconciliation des classes. C'était ce qui était cherché d'ailleurs dans ce courant de pensée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un courant de pensée qui, d'emblée, a voulu associer le capital et le travail en opposition à la fois aux idées libérales et aux idées révolutionnaires. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette idée sous-jacente de réconciliation des classes. C'est vers ça qu'ils considèrent doivent aller. Alors, il y a plusieurs drames sur lesquels je vais passer, c'est peut-être pas les plus intéressants. Alors, au niveau de l'éducation, je parle toujours du roman, là, et non pas de l'inspiration vue au tout début de l'intervention, des différentes formes d'inspiration. C'est que Luc Froment va concevoir un mélange des sexes à l'école, ce qui est déjà novateur pour l'époque. La journée sera de 4 heures. Il y aura une alternance dans les tâches. Il y aura un roulement toutes les 2 heures. Donc, petit à petit, on glisse vraiment vers une situation plus qu'idéale. Il y aura des fêtes de travail 4 fois par an. Fête du travail, alors ça nous fait penser à la première fête du travail qui s'est tenue au Familistère Gaudin le 1er mai 1867. On verra par la suite qu'il y a une totale disparition de l'argent, c'est-à-dire que Luc Froment a réussi à convaincre un petit peu toute la ville. C'est-à-dire que non seulement, à un moment donné, toutes les usines se sont regroupées au sein de l'association avec un grand A, mais aussi tous les fermiers. Il a réussi à convaincre que c'était préférable pour eux de s'associer. Les commerçants, pareil. Bon, alors il y a forcément, à un moment donné, toujours, comme toujours, des réticences, d'où l'émergence de certaines situations dramatiques que j'évoquais. Mais le mieux, c'est encore de lire le roman. Mais en fait, à la fin, on est dans une espèce vraiment de monde totalement idéal, où il n'y a même plus d'argent, c'est-à-dire que là, on va jusqu'à avoir des serres qui vont fournir des fruits et des légumes en toute saison, des transports qui seront électriques. Quand le fameux Martial Froment aura réussi à faire en sorte que les fours électriques remplacent tout ce qui se faisait auparavant, il va y avoir aussi une autre invention, c'est d'avoir recours à la chaleur solaire, d'où la création de ces serres et des transports électriques. C'est vraiment visionnaire là chez Zola. Il y a quelque part aussi un peu une intervention écologique. Tout le monde se réconcilie. L'anarchiste Lange, le potier qui voulait tout détruire, pour lui, il n'y avait qu'une solution, c'était de faire sauter Beauclerc. Il va se réconcilier avec Bonner, le collectiviste. Le même Bonner qui était tout à fait au départ réticent et circonspect devant les idées mises en place par Luc Froment, qui finit lui-même par être convaincu que c'est vraiment la solution, quoi. Donc tout finit bien dans le meilleur des mondes. Il y a une réconciliation générale. On voit plein d'enfants, de petits-enfants, de classes différentes qui se marient entre eux. C'est vraiment le monde idéal. Et
à la fin, il y a quand même un moment très intéressant aussi, c'est que il est sensible, Zola, au fait qu'on va pouvoir lui opposer que c'est pas la seule voie qui puisse permettre une certaine émancipation. Donc, à un moment donné, Ragu, qui était parti pendant quelques années, revient et raconte que dans certains endroits, on est arrivé à aussi bouleverser le cours des choses par d'autres voies, y compris des voies collectivistes. Je trouve que c'est assez prémonitoire à l'époque où il écrit son roman, y compris quelquefois par la violence. Et à un moment donné, il y a un passage qui est vraiment là curieux chez Zola, puisque il va y avoir la description d'une vision apocalyptique de ce qui va se produire le dernier soubresaut entre les nations, c'est-à-dire qu'il va y avoir la moitié de l'Europe qui va se liguer contre l'autre moitié. C'est-à-dire que Zola veut montrer qu'avant d'arriver à ce que ce soit universel, qu'on ait réussi à fondre toutes les nations dans une même fédération universelle, il y a encore des soubresauts et entre autres il y a un passage où on voit qu'il y a des affrontements et il indique qu'une moitié de l'Europe se ligue contre l'autre moitié. Un peu plus de 10 ans avant la Première Guerre mondiale, je trouve que c'est assez curieux de lire ce passage. Alors, je pense que je suis toujours un peu dans les temps. Ça va se terminer. Alors, on a quand même, puisqu'on en a terminé avec une description très succincte du roman, des allusions à la cité idéale. La cité idéale, bon, ça a toujours été, depuis, je dirais presque, la nuit des temps, la recherche. Si on considère le mythe de la tour de Babel, il y a aussi Thomas More, qui après tout est le premier utopiste, André, qui lui déjà avait décrit sa cité idéale Utopia à une certaine époque. Au XVIIIe siècle, vous connaissez peut-être la Saline royale de Nicolas Ledoux à Arc-et-Sénan, vous la connaissez sans doute. On a évoqué Robert Owen et le New Lanark en Écosse. Bon, il a fait une même tentative en Amérique qui s'appelait le New Harmony, mais qui a été un échec. Il y a la cité idéale que Cabet a tenté de mettre en place aussi en Amérique, qui s'appelait Ikari, mais qui a été également un échec. On pourrait presque dire que seul le familistère Gaudin de Guise a résisté, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce témoignage. Et je dis à chaque fois, ça fait que notre région, Picardie, est la seule région de France à posséder à 100 km de distance 2 expériences d'intervention sociale au XIXe siècle. Il n'y a pas d'autre région, du fait du caractère aussi unique du familistère. Mais de ce fait-là, on a la chance d'avoir 2 ensembles architecturaux monumentaux qui traduisent une pensée sociale au XIXe. Le paternalisme chrétien dans la vallée de la Nièvre, avec son architecture extrêmement importante, et on a le familistère Gaudin de Guise, et qui, lui, peut justement être le dernier qui témoigne d'une pensée à cette époque se situant dans le cadre de l'utopie sociale. En sachant quand même que dans le roman, Luc Froment, dont on a dit qu'il allait construire du logement, va privilégier plutôt la maison individuelle avec le petit jardin. Alors que Gaudin, lui, proscrit complètement la maison individuelle. Pour Gaudin, il faut que ce soit, un peu à la star de Robert Owen, dans le même bâtiment, dans le palais social. Donc il est un peu en opposition avec, je parle de Gaudin, avec ce qui est décrit dans le roman. D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure le roman de Jules Verne, Les 500 millions de la Bégomme, et la cité Franceville mise en place par le docteur Sarrazin, dans le roman. C'est pareil, c'était basé sur des maisons espacées, possédant chacun un petit jardin. Disons que l'hygiène, il y a tout un courant hygiéniste qui va se développer au XIXe siècle, qui va justement aussi être très actif dans ce domaine.
j'ai peut-être eu l'occasion d'en parler l'an dernier pour ceux qui étaient présents. Il y a un cas de figure aussi très intéressant que vous connaissez peut-être. En tout cas, je vous encourage à aller le visiter parce que là aussi, il s'est énormément inspiré des théories hygiénistes de l'époque. C'est les cités Meunier à Noisiel, dans le Val-de-Marne. Je ne sais pas si vous connaissez le chocolatier Meunier. C'est très intéressant parce que lui était très sensible à ces théories hygiénistes et plutôt que les alignements de maisons qu'on connaît chez nous dans la vallée de la Nièvre, il a préféré aussi privilégier des petites maisons individuelles parce que l'air devait passer, etc., etc. Je n'ai pas le temps de développer. En tout cas, ce courant hygiéniste était très actif au 19e. Je vais essayer de passer rapidement. Donc, dans ce concept de cité idéale, à différentes époques, on a eu plusieurs exemples. On a eu les phalanstères au Texas dont j'ai parlé. Celui que Godin a tenté de créer à Dallas, qui s'appelait La Réunion, dans lequel il avait investi un tiers de sa fortune. Ça, c'était avant d'avoir construit un phalanstère ou un familistère à Laken, parce que Godin, vous le savez peut-être, avant Guise, avait fait une première tentative, et je crois qu'on peut toujours en voir les bâtiments dans la banlieue de Bruxelles, à Laken. Et c'est après qu'il va développer ça à Guise, comme vous connaissez. D'ailleurs, oui, j'ai noté que Godin avait été évincé de l'exposition universelle de 1867, justement parce qu'il privilégiait une forme d'habitat collectif au sein du palais social, alors que les idées dominantes de l'époque, à travers particulièrement ce qui s'était fait à l'est de la France, chez Dollfus à Mulhouse, c'était quand même plutôt la maison individuelle. Donc c'est pour ça qu'on trouvait Godin pas du tout dans la pensée dominante à l'époque. Encore un autre exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai découvert ça, que George Sand, voilà encore une intervention d'écrivain, avait créé une communauté idéale, beaucoup plus libertaire, là, avec un dénommé Pierre Leroux. Il avait créé ça dans la Creuse, ils avaient créé ça dans la Creuse au milieu du 19e siècle. Cabet, tiens, ça va intéresser mon cousin, là. Encore une découverte que j'ai faite, c'est que Cabet, qui lui a tenté aussi de créer une communauté, il avait été jusqu'à faire en sorte que la communauté possède sa propre langue. Et c'était une préfiguration de l'espéranto de Zamenhof. Voilà. Et là, on retrouve aussi à la fin du roman, il n'y a plus de vol. Il y a une société tellement idéale qu'il ne peut plus y avoir de vol. D'abord, il n'y a plus d'argent. Donc, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de... Et alors, Cabet lui pousse très loin le sens communautaire, c'est-à-dire que le mobilier, les vêtements, la nourriture, tout doit être identique pour tout le monde. Vous imaginez que là, on va vraiment très loin dans l'esprit communautaire. Et plus ou moins, on va retrouver ça beaucoup plus tard. Alors, il faut savoir qu'en Amérique, en Europe, et particulièrement en France, pendant fort longtemps, avant et après 1900, il y a eu plein de communautés utopistes, libertaires qui se sont créées. On n'a pas le temps d'en faire l'énumération, mais il y en a eu beaucoup en France, en Europe et beaucoup en Amérique, singulièrement en Amérique. Je n'ai pas le temps de développer sur Saint-Simon et ses disciples, parce que quand on a parlé du positivisme tout à l'heure, ils ont quand même eu ce courant de pensée de l'influence. Enfin, ça a été assez influent à l'époque, puisqu'ils prenaient, non seulement le développement de l'industrie, mais des grands travaux. Donc, ils sont un peu à l'origine du percement du canal de Suez et de la multiplication des voies ferrées en France. Mais là, il y aurait encore trop à dire. Quelques aspects, pour en terminer, qui m'ont intéressé, j'ai trouvé, c'était... la régulation des comportements par le regard. C'est-à-dire qu'au travail, il n'y a plus forcément la sanction, etc. On régule par le regard. Et j'ai lu quelque chose, André, très intéressant sur ce que Owen avait mis en place au New Lanark,
C'était des espèces de petits morceaux de bois quadrangulaires et sur chacun des côtés une couleur différente. Et la meilleure façon de signifier qu'un ouvrier n'avait pas bien fait son travail, c'était à son métier de tourner le bâton d'une certaine couleur quand on estimait qu'il n'avait pas fait son travail comme il fallait. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout. Je crois que la couleur qui montrait que vraiment le travail avait été bien accompli, c'était la couleur blanche. Donc c'était une façon de ne pas intervenir. C'était un contrôle. Voilà. Donc j'ai trouvé intéressant qu'on dise la régulation par le regard. Dans le regard, on montre que le travail n'est pas satisfaisant. Oui, alors on a dit tout à l'heure que Godin avait abandonné la théorie des passions, alors que quand même, dans le roman, plus ou moins, Luc Froment trouvait que c'était un coup de génie. Mais bon, voilà. Et alors, rapidement, j'en ai fini. On imagine aussi dans le roman une nouvelle instruction à la crècherie, des nouvelles formes d'éducation. D'abord, Luc Froment fait en sorte que les enfants aient un outil dans la main dès les premières notions de lecture et d'écriture. Pareil, à l'école, plus de châtiment ni récompense, mélange des sexes. Il faut savoir aussi que lui va tolérer l'union libre. Il faut savoir aussi que Godin, à un moment donné, n'était pas totalement contre non plus. Et pour cause, puisque vous savez peut-être, il a eu des soucis avec sa première épouse, Esther Lemaire, qui d'ailleurs voulait que le Familistère soit vendu. Il a eu des soucis aussi avec son fils aîné. Et par la suite, on sait qu'il a vécu quelque temps en union libre avec sa secrétaire, qui était sa petite cousine, Marie Moret. Donc, bon, je veux dire, par la force des choses. Alors, le seul reproche qui sera fait justement à Zola pour son roman Travail à l'époque, ce sera d'avoir fait de Luc Froment le représentant, alors je vous cite la phrase, moi je ne fais que citer, d'avoir fait de Luc Froment le représentant du patronat œuvrant pour la classe ouvrière, mais sans elle et d'une certaine manière malgré elle. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça n'a pas été trop copieux et j'espère aussi pas trop décousu, mais c'est vraiment passionnant à lire ce roman parce qu'on voit bien qu'il y a dans la deuxième moitié du XIXe siècle une effervescence au niveau de la pensée sociale, que plusieurs courants de pensée œuvrent, dont ceux qui tournent autour de l'utopie sociale, qui peuvent prendre différentes formes, tant au niveau de ce qu'on a appelé le socialisme utopique, que du communisme libertaire, que de l'anarchie. Finalement, dans le roman, à un moment donné, alors c'est peut-être une figure que Zola a voulu, tout se confond, tout se fond dans un même sentiment général, mais c'est intéressant parce que ça renvoie, même si j'ai dit tout à l'heure les idées ou les pensées étaient déjà plus ou moins dépassées, voire vieillissantes, ça renvoie à des problématiques de l'époque qui ont encore quelquefois des récurrences sur notre époque. Je ne sais pas si, vu l'heure, il y a place pour une ou deux questions, si tant est que je puisse y répondre. J'espère vous avoir intéressé et surtout vous avoir donné l'envie de lire ce roman qui est quand même passionnant, très passionnant à lire.